Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être sur Equinox Télévision pour cette deuxième édition de la semaine de votre programme. La revue des grandes unes. Tout de suite, nous allons en kiosque pour parcourir les principaux titres ce matin. À la une de la Nouvelle Expression, tension politique, Maurice Kamto menace. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun annonce qu'il appellera le peuple camerounais à descendre dans la rue si le régime de Yaoundé s'obstine à vouloir organiser les élections régionales sans au préalable régler la crise dans le sud-ouest et le nord-ouest et sans faire adopter un système électoral consensuel, indique le quotidien La Nouvelle Expression ce matin. À la une également ce matin, à Mutation ce matin, Douala, le sinistre envisage. Reportage dans les familles de victimes des inondations. Dossier à lire ce matin dans le quotidien privé Mutation en page 4, 5 et 6 du journal. À la une de Émergence ce matin, RDPC, le conseil de discipline est ouvert. Il a débuté hier avec sur la table plus de 90 dossiers. C'est ce qu'indique ce matin le journal Émergence qui est en kiosque. Cameroun Tribune, victime d'inondation à Douala et Edea. Le reconfort du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika a remis hier dans ces deux villes des dons du président de la République aux populations sinistrées par la montée des eaux, une assistance constituée de matériel de couchage et de denrées alimentaires. Dossier à lire en page 2 et 3 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune en kiosque ce matin. À la une de l'économie quotidien ce matin, développement, la PME accompagne les petites et moyennes entreprises agricoles. Elle a procédé à la remise des chèques et services aux porteurs de projets hier à Yaoundé, indique le quotidien l'économie ce matin. Kalara est en kiosque ce matin. Magistrature, les grands perdants de la guerre entre Laurent Esso et Ngongo. La ministre du contrôle supérieur de l'État, le directeur général du FECOM, le coordonnateur de la division des affaires judiciaires de la présidence de la République, le directeur général adjoint du port autonome de Kribi, l'ancien président du tribunal criminel spécial, et la secrétaire générale du ministère de la Justice parmi les victimes collatérales de la bataille entre les deux ministres d'État. L'enquête de Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, est à lire en page 8 du journal ce matin. En pied de une de Kalara ce matin, tribunal militaire, les tueurs des bébés et mamans ont déclaré coupables d'assassinat. L'article est à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire Kalara ce matin. L'entrepreneur est en kiosque ce matin à la une Covid-19 de Agony of Cameroon Tourism on Spotlight. Le journal évoque ce matin le non-entretien des sites touristiques qui meublent le territoire national. Ce matin également en kiosque l'Indépendant qui évoque les inondations du littoral, diligence du chef de l'État au sinistré. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika a été dépêché hier à Douala sur instruction du président de la République pour une mission d'assistance et d'évaluation des dégâts des récentes inondations. Voilà pour l'essentiel des titres parus ce matin au Cameroun. Pour décrypter ces différentes unes, nous sommes sur le plateau avec Camille Nélé. Camille, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, merci d'être avec nous ce matin pour analyser ces titres. Camille, d'abord la nouvelle expression, tension politique, Maurice Kamto menace. Le président du MRC annonce qu'il appellera le peuple camerounais à descendre dans la rue si le régime de Yaoundé s'obstine à organiser les élections régionales sans au préalable régler la crise du nord-ouest et du sud-ouest et sans faire adopter un système électoral consensuel. Avant de parler de cette une absolument incendiaire de la nouvelle expression, je voudrais dire quelque chose qui n'a pas été assez dit au sujet des inondations que l'on a On évoquera les inondations tout à l'heure. Ah bon, c'est d'accord. le deuxième sujet. Ok, j'allais dire quelque chose d'assez important, d'assez pertinent. Oui, on voit à la une de la nouvelle expression que le président du MRC est en train de brandir la menace de marche sur le terrain, en train de
d'appeler ses partisans à descendre dans la rue si le régime n'organise pas une sorte de conférence consensuelle pour la révision du code électoral, si la crise du Nozo n'est pas résolue. Bref, il pose un certain nombre de conditions qui, pour ma part, ne relèvent que de la conviction politique. Il a le droit d'exiger peut-être, et même de demander, qui est la révision du code électoral, qui lui-même, il faut le reconnaître, n'est certainement pas idéal. Mais il ne faut pas oublier que à ces élections, le MRC ne sera pas partie prenante, puisque seuls les partis ayant des élus pourront se présenter. Bon, est-ce une stratégie pour essayer d'amener le débat à ce que le MRC rentre dans la bataille? On ne sait pas. Mais ce que moi je dis, c'est que si le MRC a pris la décision de vouloir lancer les populations dans la rue, ces militants dans la rue, en disant que si ces préalables ne sont pas remplis, eh ben, ces militants vont descendre dans la rue pour exiger le départ de M. Biya. Bon, libre à lui. Mais seulement, moi, je pense que aujourd'hui, avec les difficultés que vit le Cameroun, avec la crise sécessionniste, même pas la crise criminelle du nord-ouest et du sud-ouest, avec les différents actes de barbarie et de banditisme du côté de la Damawa et de l'extrême nord, je ne sais pas si pousser les militants à descendre dans la rue aujourd'hui pour une revendication politique ou revendication politicienne serait l'idéal. Mais toujours est-il que c'est son problème, il est président d'un parti politique, il veut s'exprimer, bon, c'est sa manière de lui s'exprimer, mais je ne suis pas sûr que tous les Camerounais apprécient, ou une grande majorité de Camerounais apprécient cette option aujourd'hui en ces temps de difficulté et en ces temps de Covid. Est-ce que ce ne sont pas des préalables logiques, Camille? La réforme du code électoral, la résolution de cette crise que vous évoquez dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont aujourd'hui des sujets de crispation dans la classe politique. Je vous ai dit que le code électoral camerounais, qui est en pratique, en vigueur aujourd'hui, n'est pas accepté par tous les partis politiques, ça c'est évident. Mais maintenant, la crise criminelle qui se déroule du côté du nord-ouest et du sud-ouest, qu'on appelle, je pense de manière abusive, crise du Nozo, ou bien crise anglophone, moi je pense que la recherche de la résolution aujourd'hui passe par un autre schéma. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a vu au départ une démarche sécessionniste enclenchée par M. Ayoub Tabé. Mais seulement cette démarche sécessionniste qui s'est manifestée par des gens qui attaquent au nom justement de l'Ambazonie, aujourd'hui s'est transformée en une succession de tueries qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de revendication, qui n'ont même pas de justification. On ne peut pas comprendre que des gens qui disent vouloir libérer la partie du territoire camerounais qui s'appelle l'Ambazonie se mettent à tuer les propres habitants de l'Ambazonie. C'est tout simplement absurde. C'est pour ça que moi je constate que depuis la semaine dernière, une grande partie de la presse a constater l'échec de la démarche sécessionniste et maintenant qui constate aussi avec énormément d'effroi la dérive criminelle qui se passe aujourd'hui. Donc la résolution de ce qui se passe aujourd'hui dans le Nord-Ouest, j'ai entendu l'autre jour le porte-parole de la All Anglophone Conférence, qui a dit quelque chose d'absolument absurde. Il dit que oui, pour résoudre ce problème aujourd'hui, il faut que les militaires rentrent dans les casernes et que les sécessionnistes déposent les armes pour arriver à un cessez-le-feu. Cessez-le-feu avec qui? Il existe plus de 500 bandes armées aujourd'hui. Si les gens ne peuvent pas le reconnaître aujourd'hui, entre le nord-ouest et le sud-ouest, vous allez même les retrouver comment? Vous allez les amener comment? Qui va parler au nom de qui? Nous pouvons facilement nous retrouver dans la situation de la Centrafrique, où on a vu 18 groupes armés qui ne représentent pas un parti, mais 18 chacun, et chaque groupe armé qui apporter ses revendications. Résoudre la crise aujourd'hui de ce qui se passe de ce côté-là par un dialogue, mais dialoguer avec qui? Donc, moi je pense que la résolution de cette crise ne passera pas par un coup de baguette magique, on va dire que bon, on résout la... Non, c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup de moyens et beaucoup de foi aussi. Et surtout beaucoup de bonne foi. Moi je pense qu'aujourd'hui, poser la question de la résolution du conflit armé qui se trouve du côté sud-ouest aujourd'hui, moi je pense que c'est pas une affaire qui va se passer d'un coup, d'un tour de cuillère à peau. Bon, maintenant, changer les modalités du code électoral, oui, pourquoi pas? Ils sont nombreux, et ils ont même une grande majorité dans le vivier politique camerounais qui estime que non, il y a beaucoup de choses à revoir là-dedans. Mais poser comme condition pour l'organisation de nouvelles élections, la résolution de ce qui se passe dans le Nozo, moi je pense que c'est assez difficile
à concevoir et à réaliser en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais sur les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest, Camille, est-ce que le discours que vous tenez n'est pas justement celui de ceux que certains désignent par entrepreneurs de la guerre qui ne souhaitent pas voir la guerre finir? Vous dites dialoguer avec qui? Mais il y a quand même eu un dialogue national, on a dit grand dialogue national en fin d'année 2019 à Yaoundé. On a dialogué avec les gens. On a dialogué avec des gens. Il y a même des gens qui sont venus dialoguer au nom des bandes armées. On a vu des jeunes qui faisaient partie des bandes armées, qu'on a entendu parler. Même si les tensions continuent, lorsque vous dites dialoguer avec qui, c'est comme s'il n'y avait pas d'interlocuteur. Oui, mais quand moi je dis dialogue, je suis en train de dire... En face, la réalité est que les tensions se poursuivent avec les morts que l'on sait depuis 4 ans. Il faut continuer à laisser pourrir la situation. La question simple que je pose, ces personnes, par exemple, qui ont décapité la femme du côté de Mouyouka l'autre jour. Vous pensez que vous allez dialoguer avec lui et vous allez lui demander quoi? Il va vous dire quoi? Il va vous dire qu'il a tué cette femme, pourquoi? Et il revendique quoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui sont des tueries qui n'ont même pas de justification, qui n'ont pas de revendication. Parce que même les leaders de l'Ambazonie, entre guillemets, qui sont à l'étranger, aucun d'eux n'a jamais revendiqué ces assassinats. Mais par contre, ils se taisent. Donc, je pense qu'ils auraient d'abord dû commencer par se désolidariser pour démontrer qu'ils ne sont pas comptables de ce qui se passe sur le terrain. Mais ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui fait croire que non, on ne peut pas avoir à discuter avec des bandes d'assassins, mais que quelqu'un se présente, que moi je suis responsable de cela. Et puis maintenant, quand vous parlez de dialogue, il y a quelques semaines, on avait commencé à parler d'une éventuelle amorce de dialogue avec Séssoukou Ayoktabe. Première réaction, Séssoukou Ayoktabe dit que non, moi je viendrai uniquement parler de la libération de mon pays, l'Ambazonie. Ah, c'est difficile de discuter. Quelqu'un qui dit que lui, il veut parler de son pays, qui lui est au Cameroun et que sa guerre est légitime. Je ne sais pas s'il peut y avoir un compromis facile entre quelqu'un qui dit c'est mon pays et vous dites que non, c'est notre pays. Ça devient difficile. Et de l'autre côté, les gens qui sont de l'autre côté disent que non, Ayoktabe, lui, n'a plus aucune légitimité pour parler parce qu'il reste en prison là-bas. C'est eux seuls qui peuvent parler. Ça devient déjà difficile au niveau du camp des sécessionnistes. Mais non, ce camp des sécessionnistes lui-même contrôle-t-il les bandes armées qui sont sur le terrain? Ah, c'est là le problème. C'est pour ça que quand moi je pose la question, dialoguer avec qui, ce n'est pas que des gens puissent manquer susceptibles de nos dialogues. Mais ces gens vont revendiquer quoi? Ils revendiquent la partition du Cameroun ou bien ils revendiquent maintenant un mot d'intermédiaire. C'est pour ça que je dis que la résolution de la guerre civile qui se passe du côté du sud-ouest. Par rapport à cette résolution, c'est un rappel que les manifestations ont commencé de façon pacifique et qu'elles ont été réprimées. En 2016, il faut tous se souvenir. Non, je voudrais terminer. Oui. Je veux dire ceci. Il y a un amalgame volontaire et comment je trouve comme une imposture historique. On ne peut pas lier les revendications des avocats et des enseignants. C'est pas ça que ça a commencé. Les revendications, non. Avant eux, il y avait déjà Séssoukou Ayoktabe que l'on voyait dans les réseaux sociaux qui était en train de monter une armée. Et cette armée-là n'est pas attaquée le Cameroun en disant que nous revendiquons pour les avocats et les enseignants, mais nous sommes venus reconquérir notre pays. Il y a cet amalgame-là, il faut le lever. Il ne faut pas, c'est une usurpation historique. Il faut la lever. Il ne faut jamais lier les revendications à la démarche de M. Séssoukou Ayoktabe. Ça, c'est clair. De toute façon, ce qu'on appelle crise anglophone aujourd'hui a ses origines à des origines lointaines, mais a pris naissance de façon, j'allais dire, plus importante en 2016 avec ces revendications corporatistes qui ont ensuite débouché sur les tensions que l'on sait. On va poursuivre. Je rappelle que sur la question du code électoral, la loi prévoit les candidatures indépendantes, même pour les partis qui n'ont pas d'élus, oui. Mais également le président du MRC peut se donner les services d'une formation politique qui a des élus pour être candidat. Pourquoi pas? À une prochaine élection. C'est une éventualité. C'est une éventualité. Et ben, moi, je pense même que le MRC aurait dû participer. C'est lui même qui a décidé de ne pas participer aux élections. Alors, maintenant, s'il ne décide pas, s'il décide de ne pas participer, ben maintenant, il voudrait maintenant participer avec de nouvelles conditions. Ces nouvelles conditions, on va les dresser à quel moment et avec qui et en combien de temps? Et si on dit, bon, ok, attendons d'abord qu'on se mette d'accord et que on met ces élections régionales dans 2 ans, dans 3 ans, on va dire que non, on est en train de tirer, on est en train de jouer avec le temps. Moi, je pense que il y a beaucoup d'autres... Que vont apporter les régionales, Camille? Les régionales... À la situation actuelle, c'est ce que les acteurs politiques se demandent, et notamment le président du MRC dont la déclaration est publiée ce matin par la Nouvelle Expression.
Ben, à moins que le MRC n'estime que ces régionales n'ont aucun sens ou n'ont aucune valeur. Moi, je pense que c'est entrer dans le programme c'est-à-dire que de la construction du système de gestion comment on appelle ça là, des entités décentralisées. On veut ces régionales asseoir, ont pour ambition d'asseoir davantage la décentralisation et de permettre une gestion beaucoup plus autocentrée de chaque région de ses propres affaires. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire que ces élections régionales ne représentent rien du tout. Elles sont prévues, tout le monde les attend. Et la preuve, c'est que tous les partis politiques qui ont des élus sont en train de se préparer à y participer. Bon, maintenant, les partis qui n'ont pas d'élus, c'est à ce niveau que se pose le problème. Bon, il y a eu un nouveau code général des collectivités. On attend toujours les retombées concrètes sur le renforcement des pouvoirs des collectivités territoriales. Absolument. On va poursuivre ce matin avec Émergence qui parle du RDPC. Le conseil de discipline est ouvert. Il a débuté hier avec sur la table plus de 90 dossiers, indique ce matin le quotidien bilingue Émergence. Le RDPC sanctionne ces indisciplinés, c'est ce qu'indique ce matin également les journaux qui en parlent. En fait, le RDPC passe ses indisciplines au tribunal et ensuite va certainement les sanctionner ceux qui sont reconnus coupables parce que on ne les appelle pas pour les sanctionner, on les appelle d'abord pour relever ce qui a été considéré comme indiscipline et maintenant pour sanctionner. Bon, la sanction, ça va être quoi? Il y en a qui estiment qu'il y en a même qui devraient même être exclus du parti. Ça, c'est la sanction extrême. Mais alors, on comprend que ces sanctions aujourd'hui sont là pour venir régler le compte de ce qu'on a entendu comme cris d'orfraie et comme ruée dans les brancards pendant les élections, où il y a des candidats qui n'étaient pas d'accord, où beaucoup de candidats n'acceptaient pas justement ces investitures venues du comité central, ou alors certains qui s'étaient déjà préparés à briguer, parce qu'on avait parlé d'élections des maires, mais au lieu des élections des maires, le RDPC a estimé que non, dans ces communes, ce ne sont pas des élections, mais ce sont des investitures. Bon, mais qu'on n'oublie pas aussi que, en réalité, le RDPC a toujours fonctionné, et fonctionne depuis très longtemps sur la base des investitures. Hein. C'est-à-dire que ceux qui vont aux élections sont toujours investis par le RDPC. Alors, ceux qui ont été investis pour passer maire, et qui étaient déjà devenus des maires, bon, maintenant, au moment où il faut l'élection d'un nouveau maire, il aurait fallu, à mon sens, et moi je l'avais relevé à cette époque-là, faire comprendre à ces maires que, bon, écoutez, si vous voulez jouer le jeu, mais sachez qu'il y a quelqu'un qui devra être élu. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a donné l'impression qu'il y aurait une élection ouverte. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de candidats imprimer des professions de foi, faire le tour des mairies, des arrondissements, pour se présenter, dire, voici mon programme, mais seulement, au dernier jour, on a sorti un joker envoyé qui avait été investi par le comité central. Ça, c'est tellement suscité des grincements de dents et des hurlements, mais ça s'est réglé très rapidement au nom justement de la discipline du parti. Bon, aujourd'hui, le RDPC est en train de vouloir taper sur les doigts de ceux qui ont levé la tête et qui ont voulu faire bande à part, ou qui ont voulu se braquer contre la discipline du parti. Bon, on verra bien comment ça va se terminer, mais on sait que le Premier ministre, Peter Mafani Moussongue, qui est le président de cette commission, avec... Ce conseil de discipline. Ce conseil de discipline, oui, parce qu'on a conçu une commission. Ce conseil de discipline va, avec la pondération habituelle qu'on le connaît, va certainement conduire ce conseil de discipline avec beaucoup de taxes pour éviter aussi qu'il y ait encore des fractures encore plus grandes. Parce que il faudrait savoir maintenant les sanctions. Ce sera quoi la sanction? Exclure peut-être un maire qui était déjà maire d'arrondissement, qui avait gagné une élection haut la main, et maintenant tout simplement parce qu'il avait fait ban à part, on l'exclut du parti. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire de la mairie? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Moi je pense qu'il faudrait que ce conseil de discipline ait une fonction thérapeutique, mais qu'on fasse comprendre aux gens une fois pour toutes qu'il n'y a pas d'élection à l'intérieur du RDPC, c'est des investitures. Est-ce que d'aucuns craignent, à parcourir les journaux ce matin, d'aucuns craignent que ce soit la chasse à ce qu'on appelle les réformistes au sein de la formation politique, au sein du RDPC? Est-ce que ce dialogue qui est tant attendu, c'est ce débat qui est demandé par certains progressistes du RDPC, est-ce que ce conseil va permettre justement de donner raison à ceux qui pensent qu'il faut un débat en interne? Je rappelle que ce conseil se tient pour justement tabler sur les cas d'indiscipline enregistrés lors des récentes élections municipales et législatives, où on a vu dans certains cas la volonté du parti, la volonté de la base du parti être foulée au pied. Est-ce qu'on
on va justement mettre le curseur là où il faut. Est-ce qu'il n'y aura pas une chasse aux sorcières? De toute façon, comme son nom l'indique, ça va être un conseil de discipline pour mettre devant la barre ces militants qui n'ont pas voulu suivre ce que le parti leur a demandé. Vous savez, chaque parti a ses lois, ses règles, chaque parti a ses lois. Et si vous n'êtes plus d'accord avec ce parti, vous quittez le parti. C'est ce que le RDPC va leur faire comprendre. Et je ne peux pas qu'on puisse en vouloir au RDPC qui règle ses comptes aujourd'hui en appelant les indisciplinés à venir se justifier. C'est pas la première fois qu'un parti passe ses militants devant un tribunal. On a vu le SDF avec son fameux, ils appellent ça le 4-2, le 4-2, qui a exclu des gens qui n'avaient pas voulu suivre la discipline du parti. Donc la discipline du parti, c'est pas seulement dans le RDPC, même dans d'autres partis. Alors, Camille, pour sortir de cette question, est-ce que les cadres du parti qui sont accusés, soupçonnés d'avoir enfreint à la discipline justement du parti vont être sanctionnés? C'est aussi ça le grand défi. Parce que dans certaines circonscriptions, on a vu que la volonté du parti n'est pas passée, mais les instructions sont venues du comité central, confirmant l'idée pour certains que le RDPC reste un parti des états-majors. Le RDPC est un parti qui a ses règles, je l'ai dit, ses règles, et moi je ne sais pas s'il faut faire le procès des règles et des règlements de RDPC. Le RDPC n'est pas le seul parti qui sanctionne des militants indisciplinés. Je vous ai parlé du SDF, il y a aussi beaucoup d'autres, où justement il y a des militants qui ont été tout simplement exclus. Donc, je ne sais pas s'il faut prendre le SDF pour exemple. Bon. Non, je prends le plus spectaculaire parce que le 4-2 est devenu comme une sorte de fait historique. C'est-à-dire qu'on vous met sous le 4-2, vous savez très bien que vous n'avez plus rien à faire, vous êtes exclu. Donc moi, je dis que chaque parti a ses règles. Et encore que le 4-2 a une connotation péjorative dans l'opinion publique. Mais le 4-2 est une sanction prévue et réprimée à l'intérieur du code du SDF. Non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas prendre cette sorte de tribunal du RDPC comme la façon de vouloir régler des comptes. Mais moi, je pense que c'est la façon de vouloir faire comprendre à tous les postulants, à tous les militants qui veulent évoluer à l'intérieur du RDPC, qu'ils sachent qu'on n'est pas dans une pétodière, il y a un parti. La question simple, est-ce qu'on imagine ce conseil sanctionner un Jean Kueté, par exemple, du comité central? C'est le secrétaire général du comité central qui va le sanctionner, puisque lui-même sera même à côté, certainement à côté ou aux premières loges. Il n'est pas militant comme les autres, c'est le secrétaire général et les instructions viennent de lui. Donc vous allez le sanctionner comment? Non, moi je pense que dans ce sont les petits militants qui vont payer le plus lourd tribut de ce qu'on appelle les indisciplines. Un maire élu et qui avait été candidat à cette élection et qui avait peut-être fait preuve d'indiscipline, on ne peut pas dire qu'il est au-dessus des lois du parti. Moi, je pense que on ne peut pas passer au tribunal justement cette décision du RDPC de régler le cas de ses propres militants à l'intérieur de leur parti pour leur faire comprendre qu'un militant, ça suit la règle du parti ou ça se casse. Bon, pour les il s'agit de l'article 8.2, c'est le 8.2 et non le 4.2, comme on l'indiquait tout à l'heure. C'est un militant du SDF qui corrige cela à l'instant. Merci. Alors, on va poursuivre ce matin avec la question des inondations. C'est l'actualité de l'heure au Cameroun. Camille, Mutation ce matin présente le sinistre en visage. En tout cas, ce sont les visages des citoyens de Douala qui ont été durement frappés par ces inondations. Camille, le journal fait une incursion au sein des familles et des victimes de ces graves inondations. Qui va payer la note? Écoutez, avant même de répondre à cette question, je voudrais dire avec emphase quelque chose qui n'a pas été assez dit. À la suite de la grande crue de Vouri vendredi dernier, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les Camaroès. Ces crustacés qui ont donné le nom au Cameroun et qui, qui sortent... Pas les Portugais à l'époque. Tous les 3 ou 4 ans ou 5 ans, ça dépend. Et les Portugais, quand ils sont arrivés ici, ils en ont trouvé plein sur le fleuve et ils ont dit, regarde des crevettes, mais c'est pas des crevettes, c'est des crustacés quand même assez particuliers. Et chaque fois que ces crustacés sortent, il y a toujours de très très grandes pluies. De très très grandes pluies. Donc, ce week-end... C'est un signe? Disons que c'est peut-être un signe, mais c'est lié aux réalités ontologiques, sociologiques et même mystiques et mythiques du Sawaland. C'est-à-dire que ces crustacés ne sortent pas chaque année, ça sort 2, 3, 4, 5 ans d'intervalle, peut-être 6 fois, parfois même 10 ans. Mais pourquoi le message n'a pas été perçu, n'a pas été... On ne sait jamais quand ces crustacés communiqué aux autorités compétentes. Non, rien à voir. Ces bestioles sortent
quand elles veulent. Et quand elles sortent, il y a toujours de très grandes pluies. Ça, c'est la cause que je peux, une des raisons pour lesquelles je peux vous dire que on peut expliquer ces grandes pluies. Maintenant, quand on regarde sur le terrain, on verra que les grandes pluies ont effectivement provoqué la montée du niveau du bruit. Et c'est pas la première fois. Moi, je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, en pareille période, quand effectivement le bruit s'était retrouvé en crue pendant la période des pluies, pendant la saison des pluies, et où on avait aussi vu apparaître des Camaroès, il y a eu des villages comme Bonanjoa qui avaient été inondés, l'eau était montée à plus d'1,5 mètre, et ces populations avaient été sérieusement sinistrées. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, non. Mais le problème est devenu beaucoup plus grave à Douala parce que il y a une sorte d'installation anarchique de certaines populations qui empêche le drainage naturel de l'eau. Vous savez, l'eau, c'est la force que rien n'arrête. Rien n'arrête l'eau. Et quand l'eau est en furie, faites tout ce que vous voulez, construisez même des digues. Ces digues-là, l'eau est capable de les faire céder. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a l'autre raison. C'est que quand on regarde même les drains, certains drains qui ont été construits ici à Douala, moi je me demande parfois, mais comment est-ce qu'on peut creuser un drain d'une profondeur de 1 mètre ou 1 mètre et demi? Alors que quand l'eau du bruit monte, parfois l'eau monte jusqu'à 2 mètres. Pourquoi est-ce qu'on prévoit des petits drains, avec des petites sorties, avec des petits caniveaux? Je pense qu'il faut tenir compte de la réalité de la circulation des eaux à Douala. Vous savez, avant, il y a très très longtemps, il y avait ce qu'on appelle, il y avait des caniveaux qui étaient reliés à un grand collecteur, à des collecteurs. Il y avait 2 ou 3 collecteurs ici, notamment à Akwa, Bonanjo, qui faisaient que l'eau arrive et l'eau descend directement jusqu'au fleuve. Mais ces collecteurs ont eu le temps d'être poussés. Et on réalise aujourd'hui qu'il y a des Camerounais qui vont construire dans des zones marécageuses. Les gens parlent de Mepana Misoke. Mepana Misoke, c'est un marécage. C'était un marécage au départ. Les gens sont venus faire du remblayage, ils ont construit dessus, mais quand la saison des pluies arrive, vous ne pouvez rien faire. Vous vous retrouvez dans l'eau. Quand vous allez du côté derrière Grand Hangar là-bas, c'était des marécages. Des marécages avant qu'on ne construise à Bonabiri. À Bonabiri. Avant qu'on ne construise. Donc, il y a plein de zones à risque où les gens n'auraient pas dû construire. Et vous savez très bien que pour construire, pour obtenir un permis de bâtir, il faut aller du côté de la mairie, de la communauté urbaine, pour demander si on peut avoir un permis de bâtir et si ce terrain est viable. Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ce préalable. Ce préalable, aujourd'hui, en ne respectant pas ce préalable, vous ne pouvez pas leur dire que, vous me dire qu'en cas de catastrophe, vous allez demander qui va payer. Non. Il faut que les gens sachent que là où je construis, c'est pas très très sûr. Il y a des gens qui construisent sur des drains. Et ces drains obstruent, leurs habitations obstruent maintenant les drains. Qu'est-ce qui se passe? En cas de forte pluie, il y a forcément une inondation. Mais Camille, est-ce que ce n'est pas simpliste de faire cette analyse? Parce que par endroits, les populations sont installées sur les drains. Dans les zones à risque. Est-ce que c'est justiciable? Mais curieusement, certaines populations vous présentent des titres fonciers. Ça, c'est Camerounais. Qui ont forcément été délivrés par une autorité administrative. C'est des Camerounais, mais vous savez aussi comment ces autorités administratives délivrent des titres fonciers qui sont attaqués et qui sont même parfois tout simplement révoqués par la suite. Vous savez, il y a des gens, quand ils veulent un titre foncier, ils mettent tous les moyens pour l'obtenir. Ils mettent des moyens même pour obtenir un titre foncier pour construire au-dessus d'un drain. Moi, je me souviens du cas du feu maire femme pour Dagobert, père son âme, qui, du temps où il était maire de Douala 2e, a constaté qu'il y avait des immeubles qui étaient construits sur des drains avec des titres fonciers. Il les a fait démolir en disant que vous ne pouvez pas construire votre maison pour empêcher que l'eau circule à Nubel. Et après, les gens ont saisi les tribunaux, mais dans ce sens, les tribunaux, on a compris par la suite que la plupart de ces personnes-là avaient obtenu frauduleusement des titres fonciers. Donc, les gens qui vont s'installer, qui obtiennent même des titres fonciers, alors qu'ils sont en train de s'installer sur un terrain impropre à l'habitation. Non, cela m'amène à vous demander à répondre à votre question, qui va payer? Mais c'est eux-mêmes qui payent. Ils payent le prix de leur insouciance, ils payent le prix de leur désinvolture, ils payent le prix maintenant, en fait, de leur indiscipline. On ne peut pas construire n'importe où. Et quand on construit, il faut envisager l'avenir. Il ne faut pas envisager seulement de mettre une maison. Moi, j'ai vu par exemple les gens à Denver. Le quartier que vous appelez Denver. Denver, en réalité, c'est un marécage. Là où il y a Denver, parce qu'il y a le Vuri qui est tout à côté. Il y a le fleuve Mbanya qui est tout à côté. Le fleuve Mbanya qui est un confluent du Vuri. Et qui, en saison de pluie, monte. Alors, les personnes ont vu que non, on peut mettre de la terre, verser de la terre, maintenant mettre des fondations et tout ça. Mais en saison de pluie, vous avez vu dans les réseaux sociaux comment des gens qui habitent à Mbanya sont retrouvés avec de l'eau à 1 mètre du sol. Pourquoi? Parce que ce que vous appelez Denver, qui est devenu un quartier résidentiel, en réalité, c'était un marécage au départ. Mais Camille, Yokan pourrait vous dire que vous adressez une question sérieuse avec la légèreté, parce que les zones à risque dont on parle, la population s'y installe, le rôle de l'État, rappelé hier le ministre de l'administration territoriale,
à qui les journaux donnent la parole ce matin, l'Indépendant qui parle de cette diligence du chef de l'État avec ses dons remis hier par l'OMINAT aux victimes de ces inondations. Cameroun Tribune évoque le reconfort du chef de l'État. Le ministre rappelle dans les journaux ce matin le rôle protecteur que doit jouer l'État. L'État justement qui ne doit pas laisser faire. La preuve, l'État réagit. L'État réagit. Mais lorsque vous dites chacun doit se débrouiller, on a une ville qui connaît une urbanisation, certains disent sauvage, les gens s'installent, il n'y a pas une discipline dans l'occupation des sols, même s'il y a un plan d'occupation des sols. Tout cela, c'est l'État. Mais est-ce qu'il y a une discipline? Quand quelqu'un veut un terrain sur une zone marécageuse et que lui... Comment quelqu'un obtient un titre foncier sur une zone marécageuse? En mettant de l'argent, en jouant avec la corruption. Les mauvaises méthodes camerounaises. Et on ne va pas dire que l'État doit être derrière chaque Camerounais. Mais par contre, l'État est derrière chaque Camerounais qui construit et qui n'a pas respecté les conditions préalables, c'est-à-dire l'obtention d'un permis de bâtir. Et régulièrement, vous voyez des maisons qui sont construites parce qu'elles n'ont pas de permis de bâtir. Mais les gens font tout pour obtenir même frauduleusement un permis de bâtir, même si par la suite ça va créer des problèmes. Vous ne pouvez pas dire que l'État va être en train de sentir l'odeur de chaque Camerounais qui est en train de construire, qui a construit une maison. Non, la situation au Cameroun, c'est qu'il y a d'abord... La question des logements, c'est une question qui est réelle. La question de l'accès à la terre, aux fonciers, Camille, sont des questions qui se posent avec acuité dans nos grandes villes. On ne peut pas l'ignorer. Vous savez, si l'État n'avait pas construit Bonham Personne n'est content d'aller s'installer dans un marécage, il faut quand même se le dire. Si l'État n'avait pas construit Bonham Sadi, Makepe et tout le reste, la ville de Douala aurait implosé depuis très longtemps. Moi, je pense que l'État avait justement tenu compte de cette donne pour construire, pour décentraliser. Et regarde aujourd'hui, il y a des logements qui sont en train d'être construits du côté de Bangabakoko. On ne peut pas dire que l'État ne fait rien pour justement donner la possibilité aux Camerounais. Le coût est encore très controversé pour ces logements. Oui, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais on ne peut pas dire que l'État ne fait rien pour l'accès à un habitat viable. Encore que les Camerounais eux-mêmes, étant de grands débrouillards, n'attendant pas toujours l'État, trouvent toujours le moyen de se loger. Mais seulement pas se loger n'importe où et à n'importe quel prix. On va sortir par cette grande une de Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire. Magistrature, titre Kalara ce matin, les grands perdants de la guerre entre Laurent Isso et Ngongor. Le journal indique que la ministre en charge du contrôle supérieur de l'État, le coordinateur des affaires judiciaires de la présidence, le directeur général adjoint du port de Kribi, l'ancien président du TCS et la secrétaire générale du ministère de la Justice sont parmi les principales victimes collatérales, c'est ce qu'indique le journal, de la bataille entre le ministre Laurent Isso et le secrétaire général de la présidence. Vous savez, Kalara est le seul journal spécialisé dans les dossiers judiciaires juridiques et moi je pense qu'il a ce mérite-là. Mais allez analyser le dernier grand mouvement de la magistrature et le mettre sur le compte des combats, des guerres entre tel ministre et tel ministre. Ces ministres eux-mêmes ont été... Ce sont des faits ou bien une vue de l'esprit? Oh, je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit, mais moi je pense que s'il m'avait été donné de faire un article dans ce sens, je ne l'aurais pas fait parce que moi je pense que c'est beaucoup plus des conjectures que la réalité. Parce que quand on se met à compter le nombre de magistrats par région, par village, par quartier, moi je pense que c'est assez incongru. Nous voulons être en République, disons-nous que des spécialistes qui sont sur le terrain, les spécialistes auxquels on donne des charges, devront assumer ces charges-là. Mais on ne peut pas appeler tout le monde, on ne peut pas non plus nommer tout le monde. Mais seulement, quand on commence déjà on reste dans la logique du décompte des magistrats qui ont été nommés par village et par quartier. Moi, je pense que c'est un débat qui est assez malsain. Je rappelle que la CIC est à retrouver en page 8 de Kalara avec un dossier qui va des pages 6 à 8. Madame, monsieur, merci d'avoir été avec nous ce matin pour cette deuxième édition de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Nous vous retrouvons demain, mercredi, pour une nouvelle édition. Restez sur notre antenne.